Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h en temps universel. Dimanche 11 mai 2025 à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, 5 élus municipaux rejoignaient les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au-delà des échanges verbaux entre l'autorité administrative et les organisateurs, il n'en demeure pas moins que l'acte de Bafoussam, lui, est déjà entré dans les annales au regard du débat né à la suite. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, grand absent au double scrutin de février 2020 du fait de son boycott, a du mal à remplir une des conditions de l'article 121 de la loi portant code électoral. La question lancinante à laquelle se trouvent confrontés certains esprits très attentifs du jeu politique au Cameroun est de savoir si les nouveaux élus MRC donnent la latitude au président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, d'être candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Adhésion des élus au MRC, quelle implication pour l'élection présidentielle? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Et pour en parler, nous accueillons Maître Cheikh Ali Al-Assad. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à mes copanélistes et surtout bonsoir à vos dizaines de millions de téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, honorable Samuel Mout. Bonsoir Serge Alain, je suis très content d'être là. J'en profite également pour saluer les collègues, les camarades, les frères qui sont sur le plateau, en même temps que je marque ma très grande sympathie pour la plupart des gens qui nous suivent en ce moment. Ils sont nombreux, maître honorable. Ils sont très nombreux. Ok, merci. Vu le sujet, voilà. Ils sont plus nombreux quand même. Voilà, professeur Ambroise Essomba, bonsoir. Bonsoir Serge Anotou, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer Monsieur Maswabo et Salomon Bias du MRC. J'en profite pour dire aux téléspectateurs que ce soir je ferai la science qui m'a été apprise par le Pondon Faksoken, Magloire Rondois, sans oublier Roger Baguerre et surtout la science que je distille avec bonheur aux étudiants de l'Université de Douala. Voilà, un autre qui distille la science, c'est du côté de l'Université de Tchang. C'est le professeur Moïse Timtuin. Bonsoir prof. Bien. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes, n'est-ce pas, qui sont sur votre plateau à Douala. Je salue tous les auditeurs, les millions d'auditeurs de Equinox Télévision et j'espère que nous allons avoir une discussion citoyenne et enrichissante pour chacun d'entre nous. Merci, bonne soirée. Voilà, je rappelle que vous êtes agrégé de droit privé, vous êtes professeur titulaire des universités, en service, comme je l'ai dit, à l'université de Tchang. Nous restons à Tchang, cette jolie ville, belle ville de la région de l'Ouest. Grand prof, on a posé la question lundi et on a suivi le débat. Est-ce que les élus que le MRC a acquis dimanche dernier à Bafoussam donnent la latitude au professeur Maurice Kamto de présenter sa candidature comme président du MRC? Bien, merci beaucoup Serge Alain. J'ai pris part à cette cérémonie d'accueil des transfuges du STF qui rejoignaient le MRC. Alors, dans la communication que j'ai donnée, parce que j'avais été sollicité pour présenter justement une communication sur les implications de cette cérémonie-là, le propos que j'avais tenu consistait à dire que l'événement consolidait, j'espère que les auditeurs me suivent bien, consolidait la certitude. Donc, ça dit que avant même que cet événement ait eu lieu, le MRC avait déjà le pouvoir d'investir lui-même le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un propos que je tiens de l'analyse juridique, d'une analyse juridique rigoureuse. Et pourquoi je le dis? Bon, parce que le débat ne se pose plus par rapport aux autres options, n'est-ce pas, que consacre l'article 121 du Code électoral, dont notamment les candidatures indépendantes. Bon, c'est ouvert à tous les Camerounais et je pense qu'en l'état actuel, il y a un transfuge aussi du PCRN qui est dans l'exécutif
la commune d'arrondissement Douala 5e, n'est-ce pas, qui envisage de se présenter comme candidat indépendant. Alors donc, si la candidature indépendante est ouverte à tout citoyen camerounais, le professeur Maurice Kamto étant citoyen camerounais, ça veut dire qu'il peut bien réunir les 300 signatures permettant de se présenter comme candidat indépendant. Mais surtout, il y a également la possibilité d'être investi par un parti disposant des élus depuis 2020. Et la jurisprudence Cabral Libi, Akeremouna, Feu Franklin, Afamui, n'est-ce pas, pour l'élection 2018 sont là pour nous conforter dans cela. Alors là où le débat achoppe, c'est par rapport à la possibilité d'investir le professeur Kamto par le MRC lui-même. Alors, comme je le disais, une analyse rigoureuse sur le terrain du droit, mais établit que, en technique légistique, c'est-à-dire que lorsqu'on doit élaborer un texte et que le législateur choisit d'utiliser des termes qui peuvent être équivoques, parce qu'il est rare, n'est-ce pas, qu'une notion ait un sens univoque. Généralement, les notions ont des sens polysémiques, et c'est pourquoi, dans la technique d'élaboration des textes, il est souvent consacré un chapitre aux définitions. Or, dans le code électoral, on ne trouve pas un tel chapitre pour préciser le sens du parti représenté tel que voulu par l'alinéa 2, n'est-ce pas, de l'article 121. Alors, faute de l'avoir fait, on est bien obligé de chercher dans l'ensemble de la société camerounaise un fondement qui permette de donner un sens à la notion de parti représenté. Et cet effort dont nous renvoie vers l'article 15 de la Constitution, notamment à ces articles, à ces alinéas 2 et 3. Et l'article 15, alinéa 2 dit « Le député représente l'ensemble de la nation ». Cela veut dire que le député ne représente ni un individu, ni un parti, ni une frange de la population, mais l'ensemble de la nation. Parce qu'à l'article 2 de la Constitution, c'est le principe de la souveraineté nationale que l'on distingue du principe de la souveraineté populaire. Et l'alinéa 3 dit « Tout mandat impératif est nul ». Alors, à partir du moment où on retrouve cela, c'est quand même le texte constitutionnel qui est au-dessus des lois, mais il va de soi que, faute de l'avoir, si donc l'alinéa 2 de l'article 121 prévoit plutôt que qu'un élu représente un parti, il va de soi que cette loi viole l'article 15 de la Constitution, et lorsqu'une loi viole l'article 15 de la Constitution, il doit être neutralisé. C'est vrai que le recours idéal, c'est le contrôle consultatif par voie d'action. Mais comme ce recours est verrouillé à l'occasion de l'élection, tout candidat qui serait victime de cet alinéa 2 de l'article 121 peut, dans le cadre du recours devant le Conseil constitutionnel, soumettre la constitutionnalité de cet alinéa 2 de l'article 121 devant le juge constitutionnel comme question préalable. Et au regard de la contrariété de cet alinéa 2 avec l'article 15 de la Constitution, il va de soi que cet alinéa 2 va être réputé non écrit. Et l'aboutissement final, c'est quoi? C'est de ne faire ressusciter, c'est de ne faire survivre que l'alinéa premier de l'article 121, qui ne conditionne l'investiture des partis à rien du tout. Puisque l'alinéa premier dit tout candidat peut être investi par un parti politique tout court. C'est l'alinéa 2 qui vient poser un problème. Et le législateur camerounais a commis dans la bourde d'énoncer une règle qui contrarie une disposition constitutionnelle. Or, le principe de la hiérarchie des normes juridiques, avec son corollaire qui est le contrôle des normes, vous voyez ça, c'est les réalités de temps. Je suis dans le noir. Hein? Est-ce que je continue d'être suivi? Allez-y, allez-y, prof. Voilà, donc je suis dans le noir. Voilà, ça vient d'être coupé. Je vais peut-être demander aux enfants. Et donc, vous comprenez que j'étais en train de citer pour dire que l'alinéa 2 de l'article 121 viole possiblement l'article qui consacre le mandat représentatif, n'est-ce pas, dont l'essence est de préserver la liberté et l'indépendance de l'élu vis-à-vis de son parti. Alors, donc, en neutralisant l'alinéa 2 de l'article 121, il ne subsiste donc dans l'article 121 que son alinéa premier, et cet alinéa premier donc habilite tout parti, au-delà du MRC, à investir donc un candidat sur le plan juridique. Cela ne pose aucun problème. Ça, c'est une analyse que personne ne peut me contester, parce qu'une loi ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution, même si j'ai vu des collègues, n'est-ce pas, très respectables, dire le contraire. Il n'y a aucun système juridique où une loi peut aller à l'encontre de la Constitution. Et c'est bien le cas de cet alinéa de l'article 121 qui viole ostensiblement la Constitution en conférant la représentation de l'élu
non pas à la nation, tel que voulu par la Constitution, mais plutôt à un parti. Je préfère m'arrêter là peut-être. S'il y a des contradicteurs, ça me permettra de revenir. Voilà, on va rester à l'université. Professeur Luison Issoumba. Le professeur Abaoyono, il n'est pas avec nous, mais il est avec nous. Le professeur Abaoyono. J'ai sa tribune. Le professeur Abaoyono dit la Constitution primant sur la loi. Il constate que l'inconstitutionnalité manifeste de l'article 121, alinéa 2 de la loi électorale est en cause ici. Pour lui, la loi ne peut absolument pas faire écran à la Constitution. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, nous sommes là dans la théorie. La hiérarchie des normes juridiques. Bien sûr, nous sommes là dans la théorie de la loi. Parce que depuis, on semble s'accrocher à la loi portant code électoral, mais l'article 15 de la Constitution dit autre chose. C'est sur cet élément que beaucoup s'appuient également. La Constitution. La loi et non la loi portant code électoral. La loi écran veut tout simplement dire que on ne peut pas traverser une disposition réglementaire, doit être conforme à la loi qui lui est supérieure et ne doit pas être inconforme à la Constitution. Donc on ne peut pas contrôler un acte réglementaire en sautant la loi. C'est pourquoi on dit que la loi fait écran. Et cela est opposé à ce qu'on appelle la théorie de l'écran transparent. Ce genre-là, ce n'est pas ça le débat. L'article fondamental qui investit les élus, ce n'est pas l'article 15, mais c'est plutôt l'article 3 de la Constitution. On va le lire. Précise ceci. Oui, on va le lire. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Oui. Ils doivent respecter les principes démocratiques de la souveraineté nationale, ainsi de suite. Et de l'unité nationale. Et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Ces gens-là, oui. De cette disposition constitutionnelle, ils reçoivent 3 missions qui sont dévolues aux partis politiques. Oui. La mission gouvernementale, qui voudrait que les partis politiques, justement, concourent, vont à la conquête du pouvoir. Parce qu'ils doivent prétendre diriger, voir un gouvernement dirige. La deuxième fonction est la fonction, si vous voulez, de construction du vote. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque parti, les partis doivent choisir leurs militants, choisir leurs candidats par rapport avec la nature du scrutin. On parlait donc de la fonction de construction du vote. Et enfin, la fonction de porte-parole, si vous voulez, la fonction de sensibilisation. Les partis politiques doivent sensibiliser les masses pour leur faire comprendre quel est l'intérêt qu'il y a à aller voter. Maintenant, ce genre-là, cela étant dit, si on vous fait une interprétation, j'allais dire théologique, de l'article 3, cela veut dire simplement que les partis politiques doivent animer le jeu politique, doivent faire participer au jeu de la concurrence et de la compétition. Et cet article 3 est l'avantage fondamental parce que cela fait obligation constitutionnelle aux partis politiques d'aller au jeu électoral. Normalement, si nous étions... C'est une obligation? C'est une obligation. Si nous étions à un pays comme le Congo, ça, quand vous n'y allez pas, vous êtes censuré. Ça devient donc une obligation. Mais rien n'est dit, donc si vous n'allez pas, vous êtes censuré. Non, c'est-à-dire que c'est notre constitution. Non, mais il y a une sanction qui est envisagée. Laquelle? L'article 121. C'est une forme de sanction. Quel article 121 du Code électoral? Il dit quoi? L'honorable commence le débat. Non, c'est pédagogique. Qu'il n'interrompt pas le professeur Issoumba. Oui. Qu'on laisse à chacun son temps. Justement. Autant pour moi. Technique. Oui, allez-y, prof. Alors, ce qui veut donc dire que le refus d'aller à l'élection est un choix démocratique, mais c'est une erreur, si vous voulez, c'est une faute politique. Parce que vous avez des élus, que cela vous ouvre la porte vers le paradis présidentiel. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire, Serge Alain, que l'article 15 de la Constitution, alinéa 3, qui parle du mandat impératif, qui est dans la unité du mandat impératif, est adossé sur l'exercice de la fonction et protège, comme je l'ai indiqué la dernière fois, que le mandat impératif ne ligote pas l'élu à son parti ou à ses électeurs. C'est-à-dire que cela permet, comme je l'avais défini la dernière fois,
Le mandat impératif, dans sa conception positive, voudrait dire que l'élu jouit juridiquement d'une indépendance absolue vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de son parti. Et pas seulement. Et même pas seulement. Alors, ces gens-là autour, précisons donc à l'endroit des téléspectateurs ceci. Le fait que des partisans du SDF aient rallié le MLC procède tout simplement à la protection de leur mandat. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé la dernière fois que leur mandat a un caractère irrévocable. Parce que ce serait une faute de savoir qu'une fois qu'ils aient démissionné, ou bien une fois qu'ils aient été exclus de leur parti, ils perdent, cette sanction-là découle de la déchéance, soit frappée de la déchéance de leur mandature. Donc, disons aux téléspectateurs ceci. L'article 121 est suffisamment clair. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, oui, il faut être investi par un parti politique. C'est une sanction. Maintenant, si vous n'avez donc pas des élus, là... Où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Vous devez être le candidat... Non, j'ai l'article 121. C'est écrit où qu'il faut avoir des élus? Les alinéas, là, oui, c'est marqué. Que je lise? Oui, lisez. Ok. Y compris les alinéas. Article 121, ouais. Chapitre 3, hein, la déclaration de candidature. Article 121. 1. Les candidats peuvent, petit 1, soit investis par un parti politique, point. Ouais. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 3. Il n'y a pas de 3. Non, il faut les 3. Il y a 3. Je vous donne, vous continuez, lire. Oui. Où est 3? Le premier là-bas. Voilà. Il n'y a pas de 3. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Ok, autant pour nous. Au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. 2. Ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée sur les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Bien. Alors, le dernier développement. Lequel? Celui que vous venez de lire. Non, ça c'est pour les candidatures indépendantes. Oui. À quel moment on dit qu'il faut être présenté par un parti politique? À moins que mon code électoral ne soit faux. Doit être représenté à l'Assemblée nationale. Non. Je dis l'article 121, alinéa 1. Vous lisez? Je dis, lisez, M. Jalot. On va reprendre. Déclaration de candidature à la présidence de la République. Les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique, point. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien de ça qu'on parle. Au Sénat. C'est bien de ça qu'on parle. Dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Je pense que ci-dessus, voilà. Alors je poursuis l'analyse pour indiquer que si vous voulez être candidat à l'élection, pour le dire de la manière la plus simple, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, pour être candidat à la présidence de la République au Cameroun, il faut être investi par un parti politique. Maintenant, si vous n'avez pas pris part aux élections antérieures, le législateur ne s'est pas enfermé dessus.
Il a dit ceci. Vous pouvez donc à ce niveau présenter une candidature indépendante. Oui. Mais pour cela, vous devez réunir 300 signatures. Voilà. À raison de 30 par région. Alors, c'est Jean tout. Ce n'est pas tant la question qui a chaud. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.